Nous sommes là, mesdames et messieurs, comme à l'accoutumée, chaque mercredi pour WebPress. WebPress qui reçoit les intelligences et les compétences de mon pays. Je le dirai jamais assez, nous sommes compétents, mais il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Alors aujourd'hui, je suis avec Gabi Kouba, journaliste indépendant. Bonjour Gabi. Bonjour PKK. Je sais que vous revenez d'Afrique du Sud pour l'Indaba. Ça s'est bien passé pour la RDC. Nous avons appris que l'on a changé, qu'on a changé le code minier, qu'on a rejeté l'ancien code minier. C'est une rumeur et pourtant beaucoup de radios périphériques en ont parlé. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à Indaba? Oui, effectivement, lors de l'adresse du ministre aux opérateurs miniers présents à Indaba, il y a eu plusieurs interprétations à propos du message du ministre Martin Kabouloulou qui a représenté la République démocratique du Congo. Le ministre a dit clairement ceci, les opérateurs miniers venaient au Congo, ceux qui s'inquiètent de la révision du code minier, ne soyez pas en tout cas dérangés par cette révision qui est en perspective. Le projet de la révision du code minier a été présenté au Parlement, on ne l'a pas encore examiné et le processus de la révision du code minier continue. Mais en attendant la promulgation du nouveau code, actuellement en révision, le code de 2002 est en application. Et les ONG ont récupéré les propos du ministre pour dire que le gouvernement de la République démocratique du Congo a renoncé à la révision du code minier parce que la révision prévoyait la redevance minière pour le gouvernement à 2,5%. Mais au départ, d'ailleurs, dans les discussions tripartites lors de la conception du code minier qui ont eu lieu, il y avait la société civile, le gouvernement et les opérateurs économiques. Au départ, c'était d'ailleurs 7, parce que le code est révisé depuis 2000, le processus de la révision date de 2011. Donc ça fait pratiquement 5 ans que la révision est en marche, mais on continue à appliquer le code minier de 2002. 5%, ils ne se sont pas entendus. Les opérateurs miniers ne voulaient pas l'entendre de cette oreille. 5%, on ne s'entendait pas toujours. 3%, ils ne se sont jamais entendus. Mais les opérateurs miniers posaient la question du déficit énergétique pour dire, voilà, si vous voulez qu'on arrive à ce niveau, il faut résorber le déficit énergétique. On a un problème sérieux un vrai problème. Alors, le gouvernement a dû faire des concessions et toutes les parties sont tombées d'accord sur 2,5%. C'est ce qui était dit. Bon, le ministre a recadré les choses et les ONG ont interprété les propos du ministre autrement. Il y a eu aussi les réseaux sociaux qui se sont invités dans les débats, la presse aussi. Quelle est la position officielle du gouvernement avant que je présente les autres? Oui, la position officielle du gouvernement, la révision du code minier est encore un processus, mais en attendant l'aboutissement de la révision complète, parce qu'il faut que le Parlement examine les projets de loi qui lui a été soumis par le gouvernement et le président de la République doit le promulguer après. Tant que cela n'est pas encore arrivé à terme, on continue à appliquer le code de 2002. Mais ce qui est un peu drôle est que le gouvernement, vous avez suivi même la troïka stratégique qui l'a déclaré officiellement, le gouvernement a retiré le projet de loi du Parlement, ce qui est un peu curieux parce que pour que le projet soit retiré du Parlement, il faudrait qu'on l'examine d'abord, soit le Parlement aurait dû renvoyer le projet au gouvernement pour d'éventuelles annotations, ce qui n'a pas été le cas parce que le Parlement ne l'a jamais examiné. Et ce qui irrite aussi les activités de la société civile est que les conclusions de la dernière tripartite entre la société civile, le gouvernement et les opérateurs économiques, tous étaient tombés d'accord, mais le gouvernement, à l'insu de la société civile d'une partie, est allé récupérer les projets de loi présentés au Parlement. Mais moi, je ne me fie pas aux rumeurs. Les activistes de la société civile que j'ai vus aussi de l'autre côté, qui organisaient les contre-sommets miniers, qui protestaient, qui parlaient de la pression des entreprises minières auprès du gouvernement. Effectivement, au départ, tout opérateur minier ne peut pas être d'accord avec cette idée d'alourdir ses charges. Donc, même vous et moi, voilà. Même si Paulette Mining
était une compagnie basée au Congo, il ne voudrait pas avoir des charges supplémentaires. Ça, c'est tout à fait normal de la part des opérateurs miniers. Mais il est aussi du devoir du gouvernement de protéger son peuple. De protéger ce qui lui revient de plein droit. Parce que vous ne pouvez pas être tout simplement spectateur de l'exploitation minière sans qu'il n'ait des retombées. Ce qui a poussé également le gouvernement à cette décision-là, je crois, à propos de cette situation, l'attitude de la société civile est tout à fait justifiée parce que s'il fallait le retirer, il fallait réunir aussi toutes les parties qui avaient pris part à la dernière tripartite. Faye Nikombikaï de Top Média, bonjour Faye. Bonjour madame. Et nous allons terminer par Ali Malé de Congo Web Télévision. Bonjour Ali. Comme vous le savez, nous allons parler aujourd'hui de deux grands thèmes. Gabi Kouba a déjà introduit un peu, je prends directement Faye Nikombikaï. Hier, c'était mardi dernier, c'était le 16 février. Nous avons commémoré la journée des martyrs, ceux qui sont tombés le 16 février pour demander la réouverture de la conférence nationale souveraine. Et bien, plusieurs journaux parus ce mercredi ont titré sur ça. La prospérité nous dit, alors que l'opposition fête, ville morte, Mova relativise, la majorité crie à l'échec. La référence de Dipakala nous dit, la ville de Kinshasa, pas du tout morte. Hier, 16 février, selon la majorité présidentielle et le PPRD. Forum des As nous dit carrément Kinshasa pas vraiment mort. Deuxième ville du pays, Lubumbashi a demeuré vivante tout au long de la journée d'hier et Goma a accueilli les Léopards champions du Chan. Faye, vous qui êtes journaliste du peuple, vous qui sillonnez les rues de la capitale, nous sommes là en tant qu'analystes ou historiens du temps présent et nous ne sommes pas des politiques pour donner nos points de vue à gauche ou à droite, mais froidement en tant qu'analystes objectifs. Est-ce que cette ville morte de Kinshasa était une réussite ou un échec, un flop, comme on le dit? Oui, d'abord, merci beaucoup, madame, pour l'opportunité. Lorsque vous parlez de réussite pour quelqu'un, pour le camp de l'opposition, et échec pour le camp de la majorité, j'aimerais parler de ce que j'ai vu des visus. Hier, je fais le pied de l'Humété jusqu'au croisement de l'avenue Boulevard et boulevard Lumumba et boulevard Kimbuta. De 6h30 jusqu'aux environs de 8h30, 9h, je n'ai pas senti vraiment de ce côté-là qu'il y avait une ville morte. Hier, n'en déplaise aux fanatiques, aux envoûtés et aux supporters. Et en allant à Victoire, c'est à Victoire que j'ai senti que de ce côté-là, tout le magasin n'avait pas ouvert. Et le bourgmestre de la commune de Kalamou a procédé au scellage de certains magasins. Autre les cadenas de propriétaires, la commune a procédé aussi à ajouter aussi ses propres cadenas. Pourquoi a-t-elle scellé c'est une punition? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elles n'ont pas ouvert. C'était un jour ouvrable, c'est le Je ne l'ai pas trouvé, mais je suis arrivé quelques temps après son départ. On a dit que non, qu'il a commencé par insister pour que le magasin soit ouvert. C'est là qu'ils n'ont pas ouvert. On a ajouté un autre cadenas. Les chaînes, on a scellé. De la commune. Je fais le boulevard de la gare centrale jusqu'au croisement boulevard 30 juin et des Huileries. Je dirais un magasin sur 3 était ouvert. En rentrant d'après le renseignement, à Matete, il y aurait eu marché. À Ziguida, il y aurait eu encore marché. À Gambela, il n'y a pas eu marché. Le climat était vraiment morose. Voilà au moins pour que quelques coins dont j'ai la maîtrise de renseignement. Ali Malé, vous aussi, est-ce que vous avez sillonné la ville? Vous êtes journaliste, je sais que les journalistes beaucoup. Coucou à Rachel Kitita qui a sillonné la ville de Kinshasa de bout en bout et qui nous a donné des belles images sur les net. Bravo à toi Rachel Kitita. Ali Malé, vous avez sillonné la ville de Kinshasa, pour vous, mi-échec, mi-réussite, cette ville morte? Général, curieusement, les bus Transco sillonner la ville? Sillonner, mais à vide. Vide. Ce qui était curieux. Or, nous savons l'importance de ces moyens de transport à Kinshasa.
avons-nous déjà vu un bus Transco circuler vide entre 7h et 10h, 10h, 11h? Ça, c'est pour dire que ce n'était pas une journée à l'ordinaire. C'était une journée exceptionnelle. Et on s'est déplacés tous aujourd'hui. L'engouement que nous avons constaté, les embouteillages que nous avons constatés déjà aux alentours des 13h, 12h, ce n'était pas le cas, ce n'était pas au rendez-vous hier. Donc pour dire par rapport à ce que moi j'ai vu hier, par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à mon travail, par rapport à la curiosité, je dirais que la ville monte a réussi à 80% ou même 85%. Donc, pour vous, c'est demi-échec, demi-réussite. Oui, mais c'est une réussite à 80%. Parce que le travail commence à 7h30 et se termine déjà à 13h30, 14h pour certains. Quand je prends l'exemple de CEP Congo, oui, c'est parmi les rares entreprises qui commencent à 7h pour terminer à 13h30, 14h. Donc pour eux, déjà quand tu restes dans cette marge-là, je ne sais pas s'ils ont travaillé. Parce que les gens ont eu du mal à se déplacer. Donc, plus qu'on progressait dans les après-midi, plus que la circulation, le mouvement revenait timidement et normalement. Gabi Kouba, vous aussi, vous avez sillonné la ville. Quel a été votre constat? Oui, les constats d'abord, parlons des écoles. En commençant par les écoles officielles, parce que ce n'est pas l'opposition qui organise l'enseignement au Congo, c'est l'État, le gouvernement qui organise. Les universités publiques n'ont pas fonctionné, y compris les universités privées. Est-ce que c'était le respect du mot d'ordre lancé par l'opposition ou bien la peur, comme on l'a entendu, parce que la peur ne pouvait pas se justifier dans la mesure où il ne pouvait y avoir aucun affrontement entre toutes les parties impliquées dans le jeu. Que ce soit les opposants qui appelaient à la ville morte, on suppose que chacun devrait rester chez lui à la maison. Ce qui veut dire qu'il ne pouvait pas y avoir de troubles parce que vous, dans votre maison, vous ne pouviez pas la piller, vous alliez vous battre avec qui? Donc, l'appel de l'opposition a été entendu. Mais il faut soulever un fait. Ça fait plus de 15 ans que je n'ai jamais vu une telle démarche de l'opposition réussir. Et c'est un message significatif. Et regardez le nombre de messages juste à la veille de cette marche. Le ministre de la fonction publique, le ministre de la Santé, hier personnellement j'étais dans une administration, le ministre du Travail, qui demandait aux agents de se présenter dans leur lieu de travail. Curieusement, les exigences de notre métier font que nous soyons présents sur les lieux des événements. Je me suis rendu, quand on s'appelait hier à 14h, 15h, j'étais dans un ministère où une vice-ministre est venue se rendre compte de la présence de ces agents. Curieusement, lorsque j'ai discuté avec la plupart de ces agents, beaucoup me disaient, on est venu parce qu'il y a eu des menaces, que tout celui qui ne se présenterait pas à son lieu de travail serait sanctionné. C'est pourquoi on est venu. Mais on est de cœur avec l'opposition et on partage cet avis. On n'est pas d'accord avec ce qui peut se passer. Donc, ceux qui voient le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, ça c'est pas mon problème. Qui a tort, qui a raison, ce qu'ils veulent. C'est ça le plus grand message qu'on doit intérioriser. Pourquoi les gens ont suivi cet appel? Et le confrère Alimal est là très bien relevé. Lorsque vous habitez la partie est de la capitale, vous voyez des bus Transco généralement à partir de 6h jusqu'à 11h. Lorsque vous habitez un quartier comme Des Bonhommes, Pont-Matete et consorts, les bus Transco ont les terminus, c'est à Njili ou encore à Kingasamiasuka ou à Pascal. La personne qui vit à Des Bonhommes ne peut pas trouver une place assise à bord de ces bus à 7h30 ou à 8h juste, parce que la circulation est très intense et tout le monde regarde vers le centre-ville. Ce qui veut dire que il n'y a pas, vous ne pouvez pas avoir des places. Alors, hier, qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté qu'il y avait des places vides, des gros véhicules Transco, 7 personnes à bord, à 8 heures. Ce qui est drôle pour une journée ouvrable. Et la circulation, les fameux esprits des morts, je ne les ai presque pas vus hier. Il y avait quelques véhicules, des privés qui circulaient. Ils étaient là. Un peu pas. Non, j'ai dit presque. J'ai dit presque. J'ai dit presque, il faut préciser les choses. Donc, je ne les ai pas vus comme d'habitude.
Les taxis aussi étaient rarissimes. Mais meilleur quand on s'appelait, il faut voir le nombre de personnes qui étaient au niveau des Mandela, les quelques personnes qui sont sorties par contrainte, par peur d'être sanctionnés par la hiérarchie. Ils étaient là, mais il n'y avait presque pas de transport. Beaucoup ont fait des longues marches à pied. Nous avons situé bien sûr la ville de Kinshasa, mais à travers la République, ça marchait aussi. Lubumbashi, Kisangani, Kikwit, partout ailleurs, parce que c'est la ville morte a été une réussite aussi. Vous savez, sur toute l'étendue nationale, vous savez que nous, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas assisté à ce genre de mot d'ordre. Mais ce qu'il faut retenir, de même que les amis reconnaissent que certains étaient sortis par contrainte, de même aussi, il y a ces personnes-là qui ont refusé aussi de sortir de la maison par peur de représailles, qu'en sortant peut-être il peut y avoir des circonstances malheureuses. Moi par exemple, mon fils, c'est moi qui lui ai interdit de sortir par peur de représailles, peut-être que l'enfant soit bloqué, ceci, cela. C'est normal, ce sont des choses. Et penser que la journée du 16 pouvait se passer comme d'habitude, ça c'est déraisonné. Il fallait s'attendre que la situation allait être perturbée. Là, c'est normal, c'est un fait. Que tu sois de la majorité, que tu sois de l'opposition, il faut reconnaître que non, c'est une journée qui allait être perturbée. Mais quant à dire à aller au-delà, et quant à méconnaître aussi qu'on n'a pas respecté, là, c'est illogique. David Kouba, vous pouvez avoir un chiffre vraiment approximatif de... La plupart des commerces n'ont pas fonctionné. Et la plupart des services n'ont pas aussi fonctionné. Donc, il y a eu perte. Même ceux qui vivent au quotidien, les fameux taux du jour, un taximène qui n'a pas travaillé hier. Donc, c'est tout à fait normal que chez lui, qu'il connaisse une situation un peu difficile parce que on n'a pas de revenus réels pour vivre pendant 30 jours au Congo. Chacun de nous vit à sa manière. Donc, dès lors qu'une journée est perturbée, même les gens qu'on pouvait voir dans des marchés, dans des vendeurs à la sauvette et consorts. Mais c'est tout à fait normal. Parce que si quelqu'un doit être chez lui à la maison avec sa famille et que son activité lui impose d'être là pour nourrir sa famille, il ne peut pas respecter ces mots d'ordre-là. Donc, il peut être d'accord avec le message de l'opposition, il peut être d'accord avec telle ou telle position, mais une situation de fait va les pousser à aller exercer son activité. Faye Nikomeka, est-ce que la ville morte est une façon aussi, en tout cas, comment dire, efficace de travailler de l'opposition? Est-ce qu'on peut en faire autant de villes mortes comme ça? Madame, je pense que c'est par là où nous devrions commencer. On a perdu du temps. Je vous en prie, c'est moi la médiatrice. Nous disons ceci. La journée du 16 février, peut-être ce qui m'étonne, ce sont ceux-là qui nous ont massacrés le 16 février 1992. La plupart d'eux, ce sont eux qui ont décrété cette journée-là. Non, nous sommes à la télévision. Écoutez, qui nous a massacrés le 16 février 1992, écoutez, qui est là aujourd'hui et qui nous écoutez, madame, faire la ville morte. Je vous en madame, prie, nous parlons clairement. Si vous voyez la liste de tous ces gens-là qui ont eu à décréter cette journée-là, moi j'ai été arrêté le 16 février 1992. J'étais encore interpellé. J'ai brûlé encore deux pneus. En 92. En 92. J'ai brûlé encore deux pneus. Et je vois des gens qui étaient avec Mobutu, qui ont eu à expulser les Balouba, qui aujourd'hui, qui se sont convertis en donneurs de leçons. Vous les Congolais, jusqu'à quand on va vous tromper? L'homme blanc n'oublie pas. Et puis, je suis en train de comprendre que l'opposition aujourd'hui est comme le bassin de Siloé, où quelqu'un peut commettre toutes sortes de bavures, toutes sortes de forfaits, du fait qu'il s'est fait appeler opposant, vous l'applaudissez. L'homme blanc n'oublie pas, je ne cesse de vous rappeler, qu'il s'était passé plus de 4 siècles que le pape de l'église catholique ne voulait pas saisir à Londres, ses pieds à Londres. Pourquoi? Compte tenu des bavures commises par l'église catholique au 16e et 17e siècle. Le pape catholique a fait plus de 400 siècles ne passé par Londres. L'homme blanc n'oublie pas facilement. Et cette journée qui... écoutez, il y a certaines choses que l'on doit quand même avoir horreur avant de le décréter. Je peux comprendre Martin Fayoulou. Je peux comprendre Djongo, malheureusement, je n'ai pas vu son nom sur la liste.
qu'ils aient déclaré Non, cela. non, mais les autres là, vous je dis, citez- moi j'ai dit ceci. Vous citez Extirper qui? Fayoulou. Pardon. Vous citez qui? Vous parlez de Kyungu en 92? Écoutez, Kyungu était qui? Alors, dites-nous. Kyungu était qui? Dites-nous. Avant tout ce qu'il a commis aujourd'hui parce qu'il s'est fait opposant, il décrète la journée du 16 février. Au moment où nous avons été arrêtés, lorsque vous prenez par exemple Caméré, le 30 juin 2005, quand il était au PPRD, moi j'étais encore arrêté le 30 juin 2005. Il ne défendait pas le régime? Au moment où il était au PPRD là, admettons qu'ils sont encore aujourd'hui au PPRD, quelle serait sa réaction vis-à-vis de cette journée du 16 février? Or, la journée du 16 février, pour nous les victimes, ça aurait été une journée de méditation. Pour nous les victimes. Maintenant, je m'en vais du côté de mon peuple, qui vit autour du jour, qui vend les cacahuètes, qui va aujourd'hui, parce qu'il faut voir que nous sommes pendant la période des arachides. Les arachides aujourd'hui, c'est la grande activité. Mais toutes ces mamans qui vendent les arachides aujourd'hui, qui n'ont pas vendu hier, de quelle manière vont-ils manger aujourd'hui? Parce que soutirer 6 000, 7 000 francs aujourd'hui dans son fonds de commerce, allez-y, c'est un grand trou. Ali Malé, je reprends aujourd'hui, je rebondis sur le propos de Faye Nikombika. Est-ce que nous les Congolais, nous oublions facilement? Il ne faut pas qu'on se voie la face, il faut qu'on se le dise. Il a cité les gens comme Vital Kamerhe, comme Kyungu Akumwanza et tout ça, les gens qui aujourd'hui prennent la ville morte et qui hier étaient parmi ceux qui nous ont oppressés. Est-ce que vous pensez que les Congolais oublient vite? Parce que ils entrent dans l'opposition, ils deviennent tout blancs. Oui, bon, même la Bible le dit, c'est-à-dire commettre un péché, c'est pas mal. Le mal vient quand on persiste dans le mal, dans le péché. Okay. Si hier j'étais dans le mal, je me ressaisis aujourd'hui et je me dis plus jamais ce qui s'est passé hier. Quoi de plus normal? S'il vous plaît, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Nous sommes en politique. Je vous en prie, Quoi je de vous plus en prie, normal? je vous en prie, je vous en prie. Nous sommes en politique, le frère l'a dit, mais pour dire mieux vaut tard que jamais. Parce qu'il y a des ceux-là qui ont gouverné avec Mobutu, qui restent dans les mal jusqu'aujourd'hui. Pourtant, Mobutu est parti. Ils ont vu les conditions dans lesquelles Mobutu est parti et il a laissé sa population. Mais s'il y a des ceux-là qui se sont dit, hier j'étais dans le mal, je dois me ressaisir pour donner un nouveau rythme à mon existence, à mon pays, quoi de plus normal. Donc pour dire quoi? Pour dire la célébration de la journée du 16 février reste une obligation pour les Congolais. Parce qu'il y a 24 ans, il y a de ces gens-là qui ont payé de leur sang pour demander la démocratie, pour demander la réouverture de la CNS. Et qui a réformé la CNS? C'est moi qui parle. Moi je dis, on peut trouver des liens. On peut trouver des liens. Si hier, les gens sont morts pour réclamer la réouverture, c'était juste pour plaider la cause de la démocratie. Mais cette circonstance a coïncidé avec la date qui est commémorée chaque année. L'opposition s'est dit, même ceux-là qui hier étaient sur la liste de ceux qui ont tué les Congolais décédés en 1992, on dit non, 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 plus jamais ça. Et pour éviter les mal d'hier, retraçons notre histoire, entamons une nouvelle vie. Quoi de plus normal? Donc ils ont dit, moi, pour moi, les organisateurs ou les initiateurs de cette marche-là ont voulu donner un message, lancer un message aux dirigeants. C'est-à-dire, ce qui s'est passé hier, il ne faut plus que cela revienne. Pour éviter, et la population a relayé ces messages en répondant de manière spontanée. Le 16 février, est-ce une récupération politique? Est-ce que les politiques ont récupéré cette date? D'abord, la date elle-même est politique. L'événement est politique. 92. Et moi, le pouvoir que vous avez aujourd'hui, c'est la progéniture de l'AFDEL qui avait combattu le maréchal Mobutu à cause de tout ce que vous connaissez. Ça devrait réunir tout le monde qui avait milité à cette époque-là. Malheureusement, beaucoup d'entre nous se comportent encore comme des militants, des partis politiques, des activistes. Moi, je fais le travail d'un journaliste. Je ne vois pas les choses de cette manière-là. Parce que si on l'a combattu, pourquoi l'AFDEL a pris le pouvoir? C'est pour chasser les maréchals Mobutu. Pourquoi on a chassé les maréchals Mobutu? On l'a chassé les maréchals Mobutu parce qu'il a mal géré le pays. Et cet idéal devrait être intériorisé par tous ceux qui ont combattu ce régime. Les gens ne peuvent pas
polémiquer autour de cette date. Et même l'opposition en question, ce n'est pas Kyungu qui a appelé X ou Y de rester chez lui à la maison. Il n'a pas de... Il vous appelle. Pourquoi? Parce que c'est autour de ce que vous croyez. Vous croyez en quoi? Qu'est-ce que vous désirez réellement? Et là, c'est un problème de leadership. C'est un problème de leadership. Fayulu, Kamere, les Olengankoy, les Diongo, tous les autres que vous pouvez appeler. Quoi de plus normal? Parce que même l'actuel pouvoir, qui est l'émanation de l'AFDEL, qui avait combattu le maréchal Mobutu, on s'est battu pour un idéal, l'avènement d'un État démocratique, un État de droit. Et les opposants n'exigent que ça. La majorité aussi. Voilà. Organisons, décrétons cette journée pour réclamer l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Point barre. C'est tout. C'est ça la signification du message. Et là, ce n'est pas l'affaire d'un individu. C'est l'affaire de toute une nation. Et je pense que même le régime ne pouvait pas être mécontent contre cette date. Dans la mesure où c'est un régime qui nous a amené, qui a entamé une démarche vers la voie de la civilité. Vous avez suivi le secrétaire général du PPRD ou de la majorité présidentielle, M. Movasakani, qui nous a dit carrément les villes mortes, ça sert à quoi? Parce qu'aux États-Unis, il n'y a jamais de villes mortes. On a déjà une économie chancelante. Pourquoi faire des villes mortes? Mais je réponds, je ne réponds pas au secrétaire général directement, mais je lui dis, il n'y a pas d'incertitude autour de l'élection présidentielle en novembre aux États-Unis. On sait que le 20 janvier, Obama va quitter la Maison-Blanche, il y aura remise et reprise. Mais pourquoi ici chez nous? Est-ce qu'il y a un dialogue aux États-Unis autour des élections? Il n'y a pas de dialogue. Voilà pourquoi les gens ne peuvent pas décréter une ville morte à cause de ces problèmes aux États-Unis. Il n'y a pas de comparaison à ce niveau. Et parce qu'il y a des incertitudes au Congo, voilà pourquoi les gens réclament la voie de la normalité. Fanny Kombika, vraiment je vous demanderai un peu d'être moins passionné parce que vous êtes ici comme journaliste et pas comme un militant. Vraiment je vous le demanderai parce que je le dis toujours, le peuple congolais est un peuple très intelligent, donc ne croyez pas si con, et le peuple congolais comprend les choses. Donc je vous demande d'être un peu moins passionné par rapport à cet événement. C'est vrai que c'était assez personnel, mais réfléchissez un peu en tant que journaliste. Le 16 février 1992, ça fait 24 ans. Est-ce de la récup politique pour les deux camps, majorité, opposition? Et on ne comprend pas pourquoi le PPRD a suspendu, n'a pas fait ça. Ça marche, parce que c'était prévu le 16 février que le PPRD marche pour soutenir le 16 février, pour commémorer aussi la marche du 16 février. Oui, madame, sur cette question-là, c'est parfois là où cette majorité pêche et donne un peu du souffle à cette fébrile, à cette accommodante, à court de stratégie opposition. Je ne pense pas que si le pouvoir s'était tu, que tout ce qu'on a enregistré hier, et d'ailleurs je me dis, c'est le pouvoir qui a donné encore de l'ampleur à cette journée d'hier. C'est l'arrestation de Fayulu. Beaucoup ne savaient même pas qu'il y avait une ville morte qui avait été décrétée pour la journée d'hier. Mais c'est le fait d'avoir interpellé ou arrêté Fayulu que maintenant les gens avaient attiré leur attention vis-à-vis de cette journée. Mais qu'à cela ne tienne, la majorité, comme elle, le pouvoir que nous avons aujourd'hui, n'a pas été là lorsqu'il y a eu les événements du 16 février 1992. Il ne devait pas en faire un problème. De même aussi l'actuelle opposition, qui cherche aussi à récupérer cette journée pour brandir certaines revendications, qui d'ailleurs, si on s'aimait bien à les suivre, parce qu'aujourd'hui, je viens de suivre Gabi dire que non, aux États-Unis, il n'y a pas de dialogue. Mais madame, sur votre plateau, soyons quand même, reconnaissez quand même lorsque nous sommes encore en vie. Vous voulez reconnaître nos faits lorsque nous serons morts? Sur votre plateau, lorsque cette accommodante, malhonnête et contradictoire opposition demandait le dialogue sur votre plateau, moi j'étais opposé. On m'a taxé de la majorité. Quand la majorité refusait le dialoge, c'est cette accommodante, malhonnête opposition qui a cherché le calendrier consensuel. Dans quel état où il y a la CENI, où une des parties doit chercher à participer dans l'élaboration du calendrier. En vertu de quoi? Étant donné qu'au sein de la CENI, il y a le représentant du PPRD, il y a le représentant de l'UDPS, il y a le représentant du MLC, il y a le représentant de l'UNC. En vertu de quoi une partie au procès
peut chercher à participer dans l'élaboration d'un calendrier. C'est cette accommodante opposition qui a cherché l'enrôlement des nouveaux majeurs. Aujourd'hui, toutes ces trois revendications d'hier de l'opposition, ce sont les trois majeurs que la majorité a récupéré. Le dialogue, le calendrier consensuel et l'enrôlement des nouveaux majeurs. C'était les revendications d'hier de l'opposition, madame. Pourquoi vous avez une mémoire très courte comme ça? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on doit nous embarquer comme autant de moutons de panurge? Nous disons ceci. Aujourd'hui, d'ailleurs, lorsque je dis je suis un compteur de jours, à ce jour, nous sommes le 17 février 2016. Il nous reste 307 jours pour la fin de cette mandature. Que chacun affûte ses armes. Cette fois-ci, nous tous, nous aspirons aux élections. Que la majorité prépare les élections, que l'opposition prépare. Mais nous n'aimerions pas que cette fois-ci, que lorsqu'il y aura élection, qu'on décrie à la fraude et qu'on soit incapable d'apporter la preuve. Gabi, comment vous voulez rebondir en quelques minutes? Ça va, j'ai du mal à débattre avec quelqu'un qui porte le casque d'un activiste politique. Je veux plutôt je vais changer. Le dialogue réclamé par l'opposition à l'époque. Lorsqu'on vous disait que ce n'était pas la voie, dialoguons pour des vraies questions. Aujourd'hui, si les élections ne sont pas organisées, parce qu'il n'y a pas de moyens, parce qu'il y a eu des restructurations, il y a eu des pressions au niveau de la CENI, ce n'est pas parce que l'opposition ne l'a pas voulu. Ce sont toutes ces questions qu'on voulait débattre déjà au départ de la crise née des élections de 2011. Or, il y a eu un schéma sélectif qui a voulu le débauchage de certains individus juste pour fragiliser l'opposition et agrandir le rang de la majorité. Malheureusement, on se rend compte que dans cette stratégie, ça n'a pas payé parce que les individus se sont positionnés et les concertations nationales dans les formats définis et voulus par les régimes a accouché d'une souris. La caution que l'on voulait n'a pas été apportée. Et aujourd'hui, on dit bon, voilà, dialogue pour les élections. Est-ce que, bon, malgré tout cela, malgré les revendications de l'opposition que Nico est en train d'énumérer ici, est-ce qu'il y a eu réellement la vraie volonté d'organiser les élections, de doter la CENI de tous les moyens dont elle avait besoin pour l'organisation des élections dans un cycle normal? Ça n'a pas été fait. Mais pourquoi seulement le dialogue aujourd'hui? Mais si les partis de l'opposition, parce qu'il y a plusieurs partis, l'opposition est plurielle. Il y a des gens qui sont contre le dialogue, d'autres sont pour le dialogue. Mais prenez ceux qui sont pour le dialogue, dialoguez avec eux, on va voir comment vous allez résoudre les problèmes de la nation pour avancer. Oui. Et nous allons parler maintenant un peu de la fraude, hein, de ce qui se passe vraiment dans notre pays par rapport au détournement. Géopolis de notre excellent confrère William Kelenga nous dit 13,6 milliards de factures de francs congolais récupérés, 510 agents fictifs sur 547 mécanisés au Congo central, 1336 doublons à Kinshasa, 1202 fictifs à Kinshasa, 25 000 francs payés, francs congolais payés aux écoles au lieu de 45 000 francs congolais au Kassai occidental. Donc vraiment... la fraude, je crois que beaucoup de gens en ont parlé d'ailleurs par rapport à ça. Le détournement, d'ailleurs le ministère de la Santé, on en a parlé. Comment on n'arrive pas à sanctionner? On ne comprend pas. On voit tout ça, on nous dit les chiffres, mais on a l'impression qu'on ne sanctionne pas et que la situation ne change pas à l'Imali. Madame Paulette, c'est un sujet abordé avec beaucoup de regrets. Quand nous disons ça, parce que apparemment, ce sont les mêmes mots, ce sont les mêmes stratégies, ce sont les mêmes méthodes qui reviennent. Il y avait pléthore à la fonction publique. Pour maîtriser l'effectif, on nous a brandi une solution. Le contrôle physique, il y en a eu tant. Mais les mots clés, les socles de tous les mots utilisés ou de toutes les stratégies, c'était la bancarisation. Pour le Premier ministre, un des points forts de la bancarisation, c'était la maîtrise de l'effectif de la fonction publique, les agents de l'État. Mais si on vient nous brandir encore ce genre de détournement, moi je me dis, on est où? On a débloqué l'argent pour contrôler, on a débloqué l'argent pour tout ce qu'il y a eu, mais au finish, on ne trouve rien. Je peux encore applaudir au ministre du budget. J'applaudis le ministre du budget qui est arrivé il y a peu. Parce qu'aussitôt qu'il est venu, il a trouvé une situation insaisissable. Il a pris une initiative. Mais son initiative, moi je le dis, accuse son gouvernement.
Parce que Matata est là depuis toujours. Il a bancarisé la paye des fonctionnaires. Mais depuis tous ces temps, ces détournements-là, il ne les saisissait pas. Ses collaborateurs, les précédents ministres du budget, les précédents ministres de la fonction publique, de finances, ils ne sentaient rien. On s'y pose des questions. Ou soit, il y a une stratégie, une commission mise en place, de la mafia mise en place pour gérer ça. Parce que moi, je trouve normal qu'aujourd'hui, chaque agent vient toucher son salaire à la banque, au guichet à la banque, et après qu'on dise, il y a des fictifs. Qui sont ceux-là, excuse-moi, qui sont ceux-là qui viennent toucher l'argent à la place des autres alors qu'ils ne sont pas identifiés? Ça, c'est anormal. Et le ministre a promis, merci beaucoup, il y aura sanction. Mais ça, c'est pour la consommation médiatique ou c'est la réalité? Parce que depuis toujours, il y a des mots pareils qui ont été dits avant. On a connu la tolérance zéro. Récemment ici, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de la corruption a été saisi. Mais pour quelle suite? La suite, nous attendons les réalités palpables, le pratique. Voilà celui qui a détourné, voilà les gestionnaires de tels réseaux, voilà qui fait ça, qui détourne depuis tous ces temps, en commençant par les ministres. Parce que si les ministres eux-mêmes ne sont pas mis en cause, la stratégie, le détournement restera en place. Gabi Koubavou, il y avait les chiffres avec vous là. Comment on peut voler autant? Ce coulage de recettes, on ne comprend pas très bien. D'ailleurs, il y a même eu le Premier ministre, nous l'avons suivi, qui a d'ailleurs peut-être remis en cause les propos de celui qui est chargé de la corruption. Monsieur Anticole, Luzolo Bambi, il a remis un peu en cause les chiffres de même l'avocat général de la République. Voilà, donc il y a un combat des chiffres, mais comment on ne parvient pas à régler tout ça avec un budget à peine de 3 milliards, 4 milliards de dollars? On ne peut pas régler ces problèmes dans la mesure où le système entretient lui-même la corruption. Et j'épouse la thèse d'Ali Malé. C'est juste pour la on fait des shows médiatiques. Vous savez que c'est le 3e rapport sur la corruption, les détournements des deniers publics de M. Bongongo. Mais ça aboutit à quoi? Pourquoi ça n'aboutit pas? Parce qu'il n'y a pas de sanctions. Mais on peut dire en province, l'argent, vous savez, des opérations aller-retour. Aller, c'est vers les provinces, les retours, c'est à Kinshasa. Les vrais détourneurs des deniers publics sont basés à Kinshasa. Souvenez-vous de cette affaire Makila à l'époque où il était gouverneur de l'Équateur. Vous savez qu'il avait saisi l'argent qui était destiné à la paye des agents de l'État, les enseignants de l'Équateur. Et après, la plus grande partie de l'enveloppe devrait retourner à Kinshasa par des voies informelles. Makila avait saisi cet argent et ça lui avait valu des foudres jusqu'à sa défenestration du gouvernorat. Et ça fonctionne comme ça. Toutes les institutions de l'État entretiennent la corruption. On peut parler de la bancarisation, les contrôles biométriques des agents et fonctionnaires de l'État. Oui, mais la bancarisation, c'est très bien pour que chaque agent... D'ailleurs, il y a même des économistes qui appellent cette opération la localisation de la paye des agents et fonctionnaires de l'État, parce que bancarisation, c'est autre perception de la part des économistes. Les banquiers, ils ont une autre perception de la bancarisation, contrairement à ce que l'on nous dit chaque lundi matin à 5 h du matin, ceci ou cela. C'est ça le problème. Les listings sont établis où? Les listings ne sont pas établis par des banques privées. Les comptes de chaque agent est crédité à partir de la banque centrale et à partir des listings. Vous avez le ministère du budget, vous avez la fonction publique, vous avez le ministère des finances qui font ce travail-là. Mais c'est un travail qui est fait par l'administration publique. Les banques privées n'y sont pour rien. Quand les prémices sont mauvaises, la conclusion ne peut qu'être fausse. Lorsqu'il y a des listings, parce qu'il y a des gens qui se retrouvent dans cette opération, et ça ne peut pas disparaître, tant qu'il n'y a pas de sanctions sévères, tant que tout le monde se partage les gâteaux à partir de la corruption, les responsables se nourrissent de la corruption, ça ne peut pas disparaître par un coup de magique. Ce n'est pas parce que vous avez initié une commission d'enquête, vous avez établi, quand bien même le Bongongo dit, bon, certains d'entre vous iront en prison. Mais les vrais auteurs iront-ils réellement en prison? Ce jeu de ping-pong que vous évoquez, entre la présidence de la République, représentée par M. Anticorruption, Luzolo, la primature, et le parquet général de la République. Luzolo dit 14 milliards. Le Premier ministre dit, on ne peut pas donner des chiffres de manière si aléatoire. Le parquet général de la République vous dit, bon, mais lorsque vous avez des éléments,
des preuves, apportez-nous tous les documents lorsque vous parlez de la fraude et de l'évasion qui s'élève à 14 ou à 15 milliards de dollars et gardez le document. Est-ce que vous pouvez vous attendre à une quelconque solution à ces problèmes? Zéro. Et je vous dis et je vous le répète, tant que on ne sanctionnera pas les vrais auteurs, tant que la corruption sera entretenue dans les offices de Kinshasa, elle ne disparaîtra pas. Il ne faut pas demander à un agent de Kasumbalesa, un agent de Rutshuru d'appliquer la bonne gouvernance tant qu'elle est entretenue à partir d'ici. Vous allez conclure un peu. Pour vous, comment pratiquement on doit lutter contre cette peste, ce cancer qu'est la corruption? C'est quand même incroyable qu'un grand pays, que nous avons quand même gagné le Chan, il faut que nous soyons quand même fiers, mais de l'autre côté, c'est vraiment la corruption qui bat son plein en République démocratique du Congo. C'est vraiment paradoxal. Madame, vous savez, au Congo, il ne faut même pas parler de la corruption. On parle de quoi alors? Au Congo, il faut parler de la concussion. Expliquez-nous un peu. Parce qu'il y a un distinguo entre concussion et corruption. Concussion quid? Aujourd'hui, tel que vous êtes là, dès que vous foulez vos pieds dans un service de l'État, allez par exemple au casier judiciaire, dès que vous foulez vos pieds, on vous accueille par les agents qui sont commis là-bas. Et le prix d'un excès de casier n'est pas connu. Il est préférentiel. Allez au parquet. Pour qu'une lettre quitte un bureau vers un autre, on va vous demander toujours quelque chose. C'est ça. Au lieu que la personne qui a besoin de services commence par proposer, mais l'agent public commence par vous demander. Allez par exemple même là où on déclare les naissances. On dit que non, la déclaration dans les délais est gratuite. Mais lorsque vous arrivez, l'agent qui est commis pour enregistrer la naissance va vous demander un vitalo. Comment vous nommez cela? Mais s'il se met à demander le vitalo à toutes les personnes qui vont déclarer les naissances, à la fin de la journée, elle te trouvera combien? C'est un problème de système. Moi, je me dis, quand même vous dites que quand vous avez toujours dit que non, au Congo, il n'y a pas l'argent, mais moi, je me suis dit, là, vous me révoltez. Au Congo, il y a l'argent, il y a un problème. Soit il est détourné, soit vous ne savez pas le générer. Je ne cesse de vous répéter. Allez, par exemple, à la DGM. À la DGM, d'abord, il y a une décision de l'État interdisant les transactions en monnaie étrangère. Mais le formulaire de prise en charge est vendu à la DGM. Je dis bien à la DGM, non loin d'ici, 50 $ américains. On ne perçoit que le dollar. Si vous voulez payer les francs, là, on vous fait au taux de 95. Le visa pour les étrangers. Ou soit le visa pour le visa volant. C'est autour de 1300 $ américains. Et cet argent net versé contre les mains... Nous allons conclure par rapport à la rétrocession des provinces. Hein. Comment ça se passe? Parce que les provinces, on le ressent beaucoup plus aussi dans les provinces. Rétrocession. C'est plein de n'avoir pas leur argent jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, cette histoire de rétrocession, je ne sais pas où est-ce que vous tirez cette notion-là. Dans la Constitution, on ne parle pas de la rétrocession. Dans la Constitution, on parle de la retenue à la source. Retenue à la source. C'est-à-dire, lorsque la province de, par exemple, Mongala, génère les recettes de 100 000 $ américains, au lieu que les 100 000 viennent à Kinshasa, la province à la source retient ces 40 000 $. Et renvoie les 60 000 à Kinshasa. Mais chez vous, étant donné que vous avez tous les gouverneurs n'ont pas le mot à dire, ou bien le commissaire spécial, comme vous venez de le dire, il se plie malgré eux, hein, il le font malgré, parce que ça a l'air un peu juste de mieux travailler. Et cette mauvaise gestion est imputée à leur personne et non au gouvernement central. Voilà, vraiment, nous sommes à la fin. Je voulais juste compléter un élément parce que vous avez parlé des provinces. Ça fait 2 semaines que je suis tombé sur la reddition des comptes 2016. Lorsque vous regardez certaines prévisions, rien n'est prévu pour certaines provinces. Et vous regardez ce qui a été débloqué, les enveloppes débloquées pour les provinces, c'est insignifiant. Et les taux d'exécution, en tout cas, ça laisse pratiquement à désirer. Mais vous pouvez vous poser la question, comment l'État peut faire des allocations sans prévision? Et même lorsque l'État a alloué un peu d'argent aux provinces, comment on a exécuté ces budgets?
mais on entretient réellement la corruption et les détournements. Voilà, mesdames et messieurs, les intelligences de mon pays ont parlé. Merci à Gabi Kouba, journaliste indépendant. Merci à Fanny Kombikai de Top Media et merci à Ali Malé de Congo Web Télévision. Merci à vous aussi, mes followers sur les réseaux sociaux, pour vos remarques, vos suggestions. Donc, l'émission Web Presse sera dans les réseaux sociaux. D'ici là, merci donc à Maïlo Bumba et à Gigi Bambé qui étaient du côté de la technique et nous nous retrouverons avec le même plaisir, mesdames et messieurs, le mercredi prochain, toujours dans Web Presse.